Passion. Des créations sur mesure, de la haute joaillerie, des pierres précieuses aux couleurs rares, un univers très fermé, souvent fréquenté par une clientèle aisée. C'est le coup de cœur à chaque fois, le nouveau. Mais on ne s'improvise pas chasseur de pierres, c'est un vrai métier. Il faut avoir l'œil aiguisé pour bien acheter et au bon prix, mais aussi connaître les dessous du marché et savoir faire la différence entre une pierre naturelle et une pierre trafiquée. De Bruxelles à Bangkok, enquête dans les coulisses d'un business pas comme les autres. Bonsoir et bienvenue dans Coûte que coûte. Cette passion des pierres précieuses, Moïse Mann la nourrit depuis une vingtaine d'années. Ce joaillier a relevé un challenge plutôt osé en pleine crise, ouvrir une boutique et un atelier de haute joaillerie dans l'un des quartiers les plus chics de notre capitale et y offrir des pièces uniques créées autour de pierres de couleur d'exception. Il nous emmène à la recherche de la perle rare dans l'un de ses voyages en Thaïlande sur l'un des plus grands marchés mondiaux de pierres précieuses. L'enquête de Muriel Charbonnier et Steve Daman. Fin septembre, une soirée chic du quartier Louise à Bruxelles. Boulevard de Waterloo, les noms les plus prestigieux sont restés ouverts pour recevoir leurs clients privilégiés. Comme tous les 2 ans, ce sont les vendanges Louise et ce soir-là, le champagne coule à flot. Mais dans certaines enseignes, ce ne sont pas seulement les bulles dorées qui font briller les yeux des femmes. Dans cette boutique, nouvelle venue sur le boulevard du luxe, c'est entrée libre pour le rêve. Ça, ce bracelet-là, Ce bracelet est extraordinaire. ça fait dans l'œil. Je vous assure, on l'a terminé il y a une semaine. C'est les pierres, c'est quoi? Opale, saphir, opale. C'est le coup de cœur à chaque fois, le nouveau. Ce soir-là, Moïse Mann, joaillier, participe pour la première fois à la soirée phare du quartier UP. Il y a 2 ans, sa boutique n'existait pas. Pour lui aussi, c'est un rêve qui a pris forme. C'était une folie, c'est quand même une folie. Parce qu'on a commencé avec quand même du haut de gamme. On a commencé avec un espace, avec une structure quand même qui est assez importante. La pierre est imposante, il y a une certaine, mais elle est mise en évidence et elle est malgré tout en légèreté. Entre cet artisan du luxe et ses pierres, c'est une passion. Chacun de ces joyaux a une histoire qui commence généralement bien loin d'ici. Nous voici en Thaïlande, où le joaillier se rend 4-5 fois par an à la recherche de la perle rare. Et quand il arrive à Bangkok, il est en pays de connaissance. Il y a du trafic aujourd'hui? Direction le quartier des affaires. J'essaie d'aller voir Henry pour l'émeraude là qu'on avait mis de côté. Et des affaires, Moïse espère bien en conclure plusieurs lors de son séjour. Il est là pour ça. J'aimerais bien trouver une très très belle aigle marine, j'aimerais bien trouver un très très beau péridot, mais on ne sait jamais sur quoi on va tomber en fait. Donc on va comme on va à la pêche et puis il y a des choses qui vont toucher et dont il faudra négocier et il y a des choses qui ne vont pas me plaire et où il y a des choses qui seront trop chères. Bangkok n'est qu'une étape. Après une courte nuit, le voyage va se poursuivre plus à l'est, vers le golfe de Thaïlande et Chantaburi, l'un des plus gros marchés de pierres de couleur au monde. Hi, Mr. Yo. Et Moïse n'y va pas tout seul. Gonzague. Monsieur, ça va? Gonzague, c'est un ami à moi, donc avec qui on va regarder un petit peu ce qui va se passer à Chantaburi, regarder un peu les différentes pierres qu'on va voir. Et Mr. Yo, c'est la personne qui va un peu nous collecter toutes les pierres aux alentours de Chantaburi pour qu'on puisse avoir une idée sur l'ensemble. Et il a un œil expert, c'est un tailleur et un lapidaire. C'est pour ça qu'on est à 3, on aura différentes visions de différentes pierres. Il faut faire quand même très attention à ce qu'on va faire. À 3 heures de route et 250 km de Bangkok, nous voici à Chantaburi. C'est le moment de prendre le pouls du marché et de déjeuner avant de partir en chasse. Ok. Je voudrais trouver quelques pierres spéciales, si c'est possible. Des saphirs de couleur. Mais ça dépend du marché. Comment est-il? Il est bon ou est-ce que ça va être difficile? Comment sont les prix?
Je ne sais pas. On verra ce qu'on peut trouver. Je ferai de mon mieux. Je ferai de mon mieux. Mr. Yo, lui, va nous rassembler un petit peu les différents brokers qu'il y a sur le marché ici. Il va un peu les sélectionner et puis ce sera vraiment notre homme de confiance. Il va se porter garant des pierres qu'on aura sélectionnées. Il va peut-être devoir payer peut-être certains brokers déjà maintenant. Moïse compte aussi sur Gonzague, ancien acheteur de pierres pour un grand joaillier libanais. Ce Belge, aujourd'hui installé en Thaïlande, a un œil affûté et l'habitude de ce genre de transactions. Direction le bureau loué par Mr. Yo. Il ne faut pas longtemps pour que les premiers brokers entrent. Et pendant que leur intermédiaire enchaîne les coups de fil à ses contacts, on place une affiche sur la vitrine indiquant la marchandise recherchée. Le bouche à oreille fait le reste. Déjà, ça attire les gens et ils appellent les amis, etc. Ils disent, ah oui, il y a un client qui est sur le marché, venez, il demande ça et ça, tu as. Et petit à petit, donc, on va avoir un regroupement de gens qui vont venir, un attroupement. Et la pression va monter, parce qu'il y a de plus en plus de pierres et de plus en plus de gens. Donc là, il faut se concentrer pas mal, en fait. Et c'est parti pour un balai étonnant. Tout va très vite, les brokers défilent, les petits sachets aussi. Ça donne pas ça. Belle pierre, ça fait $3 000. Moi, je suis risque. Les pierres passent de main en main, certaines aussitôt recalées, d'autres mises de côté. Un coup d'œil suffit aux 3 pros pour écarter les gemmes sans grand intérêt. Mais tout à coup, Moïse repère un saphir bleu. Son prix est trop élevé. 30 000 € pour 3,5 carats. Il ne s'y arrête pas. On ne peut pas trop regarder une pierre, on ne peut pas trop accorder d'attention, même si elle nous intéresse. Parce que si on accorde trop d'attention sur la pierre, le vendeur voit qu'on est très intéressé par la pierre. Mais un petit rubis émerge du lot. Elle a une très belle couleur. Il a quelques inclusions à l'intérieur. Là, on fait une offre 65 000. Moïse propose 65 000 basses, soit un peu plus de 1 500 €. Mais le broker négocie. Il pense ce prix trop bas pour le propriétaire de la pierre. Finalement, Moïse accepte d'augmenter un peu la mise sur proposition de Mr. Yo, qui touche 5% de commission. À 1 750 € la pierre, il doit aller voir le propriétaire. Il ne peut pas décider tout seul. Ok. On ne peut pas faire une offre trop basse. Parce que si on fait une offre trop basse sur une pierre, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas le marché. Et c'est-à-dire qu'il n'y a plus de discussion possible. Mais d'un autre côté, si eux montrent une pierre qui nous est présentée trop chère, et alors on ne fait même pas d'offre sur la pierre. L'après-midi avance, il se met à pleuvoir. Plus rien d'intéressant ne viendra aujourd'hui. La pêche n'est pas bonne, hein. Mais bon, on ne sait jamais, hein. On sait jamais. Il ne faut pas perdre espoir, parce que c'est pas bon pour le moral, là. J'insiste là-dessus. Allons-y. On ne nous montrera plus des pierres sur une lumière pareille. Donc, fini pour aujourd'hui. Le lendemain matin, direction une des rares mines encore en activité dans la région. De taille moyenne, elle donne des saphirs bleus, verts ou jaunes de qualité moyenne, assez pour que son propriétaire thaïlandais investisse 30 000 $ par mois en coûts d'exploitation, machines, essence et eau. On prend la terre qui est là et on va la déposer dans le grand bassin avec les jets d'eau. Ça va servir à nettoyer, à enlever tout ce qui est terre et garder tout ce qui est gravier. La machine rejette le gros gravier sur le côté et va garder à l'intérieur tout ce qui est pierre et également minerai. Les ouvriers ici gagnent entre 150 et 250 € par mois. Mais contrairement à d'autres mines en activité dans le monde, ils ne doivent pas risquer leur vie en se glissant dans des tunnels creusés à main d'homme. Ici aussi, c'était le cas dans le passé, et on en voit encore la trace au pied de la falaise. Dans le temps, justement, il descendait et il rayonnait, en fait. Pour ne pas... Et quand il descendait, il rayonnait sur quelques mètres, il revenait, il rayonnait sur quelques mètres, il revenait, mais il ne creusait pas pour ne pas que ça puisse s'effondre, en fait. Une fois les gros cailloux éjectés, les minerais et les gemmes mélangés à l'eau passent sur un tapis dont les secousses séparent les mottes de terre des pierres. Ceci, c'est de la terre, en fait. Et les pierres vont descendre dans la machine ici en bas. La machine s'arrêtera
Une fois par jour, on va commencer à séparer tout ce qui est vraiment gravier et tout ce qui est pierre. On ne verra pas la prise du jour, elle est soigneusement fermée par un cadenas. C'est le propriétaire qui vient lui-même récolter. Mais voici la manne d'une semaine d'exploitation. Un sac d'environ 4 kilos de saphir brut. Leur qualité n'est pas vraiment top. Un blue sapphire. C'est fait vraiment pour des bijoux de fantaisie essentiellement. Exactement le type de pierre qui doit être traité pour acquérir une certaine valeur. On a 2 couleurs. Ça peut être vert ou jaune. Et si c'est chauffé, ce sera Jaune, oui. Pas bleu? Non, pas bleu. Certaines vont devenir bleu ciel, certaines vont devenir bleu beaucoup plus soutenu et d'autres deviendront jaunes. Mais c'est vraiment une loterie en fait. C'est vraiment pas ce que nous recherchons. Le traitement des pierres, un secret encore souvent gardé. Et Mysterio accepte de nous en dire plus. Il nous emmène chez lui dans la banlieue de Bangkok où se trouvent ses fours, car le premier traitement c'est la chaleur, à une température très élevée, jusqu'à plus de 1800 degrés. Ça dépend du type de pierre. En général, c'est un secret de famille. Oui, c'est un secret familial. Chauffer les pierres pour intensifier leur couleur et leur éclat, c'est pratiqué depuis des siècles et tout à fait toléré par la profession. Dans le cas des rubis, on ajoute parfois des substances à base de borax. Cela peut combler les petites craquelures des rubis. Mais il y a quantité d'autres traitements plus modernes et moins acceptés dans la profession. Tout est bon pour faire d'un caillou un gemme scintillant. Parfois, certains ajoutent du verre rouge. Ce n'est pas exceptionnel dans le marché de trouver ce type de pierre, mais à des prix très bon marché. Un autre procédé consiste aussi à chauffer les rubis en y ajoutant du beryllium. Moi, je fais tous ces traitements, c'est normal, c'est généralisé. Mais je le dis aux clients. Je dis si une pierre est chauffée, quel traitement a été utilisé ou si elle est naturelle. Le résultat, le voici. En bas des rubis bruts non chauffés, au-dessus, après traitement. Mais là encore, il y a de très grosses différences de valeur et de qualité. Dans celle-ci, il y en a de très bons marchés, à partir de 10 $ le carat. Dans celle-là, certaines peuvent faire de 500 à 1000 ou 2000 $ le carat. Si les quelques mines encore en activité en Thaïlande ne produisent plus grand-chose, le pays reste un centre important pour les gemmes de couleur. Beaucoup viennent des pays alentours, mais on trouve ici des rubis et des saphirs du monde entier. Et à Bangkok, la taille et le polissage restent l'une des activités majeures. Une étape cruciale puisque c'est le lapidaire qui, en étudiant la pierre, choisit la façon de la tailler pour maximiser sa couleur et sa beauté. Plaque tournante du commerce de rubis et de saphirs, la Thaïlande attire donc des vendeurs et des acheteurs venus de partout. Retour à Chanthaburi, le négociférage dans les rues du marché aux pierres chaque week-end. Ici, c'est plutôt de la marchandise commerciale vendue par lot. Un spectacle déroutant. Partout des sacs de gemmes et il faut payer cash. Les pierres circulent de main en main par dizaines et se vendent dans la rue comme s'il s'agissait de bonbons. La plupart des acheteurs sont des grossistes, mais tout le monde peut venir ici faire son marché. Le principe est simple, il suffit de louer une table et de s'asseoir. Enfin, il suffit, c'est beaucoup dire, risque d'arnaque évident. D'abord, il y a des risques d'arnaque, et puis risque d'acheter au mauvais prix, risque d'acheter la matière qu'on pensait que c'était non chauffé alors que c'est chauffé. Il y a tellement de facteurs qui rentrent en compte, donc c'est très 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 complexe. Et c'est un métier en soi. On peut pas, le touriste qui va venir pour se lancer dans le business, bonne chance. Ce rubis est seulement chauffé, hein. Vous êtes sûr de ça? Pas de problème, je te garantis. 8 000 $ le carat, 250 000 $ pour la pierre entière. La même sans traitement de chauffe coûterait 2 fois plus cher. Mais est-ce bien un rubis? Autre problème, actuellement presque tous les rubis et la grande majorité des saphirs sont chauffés. Les pierres naturellement belles deviennent de plus en plus rares. Ce n'est donc pas ici que Moïse trouvera ce qu'il cherche. Là, je viens de discuter
avec un acheteur aussi qui me dit qu'effectivement, il n'y a pas le brut, donc on n'a pas la marchandise pour pouvoir la tailler. C'est de plus en plus difficile vraiment de mettre la main sur des belles pierres. Vraiment, ça devient assez difficile. Retour donc dans le bureau de Mysterio pour une dernière tentative. Et cette fois, Moïse repère une pièce qui l'intéresse. Un saphir, naturel. Et la couleur est très particulière. La vendeuse en veut 850 $ le carat, soit plus de 15 000 $ la pierre. Moment d'intense réflexion, les trois hommes se concertent. Les prix ont augmenté. C'est quelque chose d'assez intéressant. Mais on n'est pas d'accord sur le prix. Ceci? Mysterio, it's yes or not. Moïse propose 450 $ le carat, soit 7 600 la pierre. Dans un premier temps, c'est non. Pourtant, quand il lui rend la pierre, la vendeuse change d'avis. Elle veut bien aller proposer l'offre à son patron. La pierre est alors scellée dans du papier collant pour être sûr qu'on ne la change pas. Le prix est indiqué, c'est le début de la vraie négociation. Le temps pour elle d'aller voir le propriétaire de la pierre. Elle revient et cette fois c'est oui. Il est d'accord au niveau du prix, donc de l'offre qu'on a faite. C'est une vente. Content, là. Ça va. Mais ce n'est pas encore le gros poisson espéré. Le retour est très calme. La pêche va devoir se poursuivre à Bangkok. Diamant, rubis, saphir, c'est autour de la pierre que ce passionné développe ses créations. Comment se décline l'art de la haute joaillerie et à qui s'adresse-t-elle? C'est ce que nous verrons dans un instant. Nez bouché? Rhinospray plus eucalyptus libère votre nez et vous apporte la fraîcheur. Oups. Rhinospray plus eucalyptus, respirez. Au moins 1 million d'euros par tirage et la plus grande chance de devenir millionnaire. Le nouveau loto, c'est bien joué. Acqua di Gio. Giorgio Armani. Un appareil qui peut tout faire. En plus de hacher, couper, mélanger et fouetter, aujourd'hui, il pétrit aussi la pâte. Cuisiner n'a jamais été aussi facile. Le nouveau mixeur plongeur Multiquick, exclusivement chez Brown. Maintenant, à l'achat d'un Brown Multiquick pâtisserie ou Multiquick sauce, vous êtes remboursé de 20 €. Et habillés comme des stars pour le grand soir. Oups. Oh, c'est reparti. Va falloir laver cette tache tout de suite. Non, pas avec le nouveau Vanish Stop Tache. Vaporisez simplement sur la tache et Vanish stoppe la tache jusqu'à 7 jours. Sa formule exclusive désincruste la tache et l'élimine au lavage. Pour des résultats parfaits, même 7 jours plus tard. Waouh! Et le costume des stars est prêt. Vanish, faites confiance aux roses, oubliez les taches, même 7 jours plus tard. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, j'y connais rien. Je crois qu'il faut déceler ça. Oh, la bière qui commence à... Je crois qu'il faut un peu d'eau ici. Ah, voilà, Ingrid, ça marche. C'est bon, madame, vous pouvez démarrer. Du lundi au vendredi, dès 14h30, dans Belle RTL va vous aider. L'entraide est au rendez-vous, alors soyez là aussi. On compte sur vous et on n'est pas les seuls. Belle RTL, vivre ensemble. Réveillez le soleil qui est en vous. Votre Minute Maid, maintenant encore plus savoureux dans son nouveau pack. Un crédit ne devrait jamais être lourd. Chez Cofidis, nous analysons les solutions adaptées pour vous accompagner dans vos projets, sans avoir peur de dire non dans votre propre intérêt. Cofidis, donnons du crédit à vos projets. Demandez une offre gratuite et sans engagement sur cofidis.be ou contactez-nous au 0800 25 025. Pourquoi laisser un rhume vous gâcher la nuit? NASA Sinutap Spray dégage votre nez après déjà 5 minutes et prolonge ses effets jusqu'à 12 heures pour passer une bonne nuit et être d'attaque le lendemain. NASA Sinutap Spray, parce qu'il n'y a pas de bonne journée sans bonne nuit. Ras-le-bol du nez bouché et du nez qui coule? Nouveau,
les comprimés Rhinocinutab à double action. Activia mangue. Fraise ou figue? Il y a 8 Activia aux fruits à découvrir. Activia par amour du ventre. Gratuit. Une boîte de conservation à l'achat de 2 packs d'Activia fruits ou fruits 0%. Jolies pierres parfois hors de prix, portes blindées et univers secret, le monde de la joaillerie de luxe est parfois intimidant. Et pourtant, certaines pièces fabriquées de manière tout à fait traditionnelle restent accessibles. La suite de l'enquête de Muriel Charbonnier et Steve Daman. Chasseur de pierres, Moïse l'était déjà avant d'ouvrir son magasin. Dans la joaillerie depuis 20 ans, il a composé son trésor petit à petit. On est parti avec un stock assez petit au départ. Donc, et puis bon, ben voilà, à chaque voyage... on a trouvé des pierres, on a acheté des pierres, et puis on a constitué petit à petit cet ensemble de... Peut-être on a ici 60, 70 pierres non montées. Ici, c'est le joyau qui fait le bijou. Chaque création sert à mettre en valeur la couleur, la forme ou l'éclat d'un gemme. Des trucs comme ça, tchoup, tchoup, tchoup. Et cela commence par une idée mise en dessin. On griffonne, on se dit tiens, comment est-ce qu'on peut mettre en évidence au mieux cette pierre, qui est une pierre de client ici, c'est une demande pour un dessin, donc c'est une pierre qui a la forme d'un cœur. Et tous les bijoux font l'objet d'un croquis, des fois très, très affiné, donc jusqu'au bout, hein, avec tous les détails des pierres, etc. Des fois c'est juste un simple croquis. Sur les établis ce jour-là, des créations maison, mais aussi des transformations, comme cette ancienne bague, dont les rubis et les diamants noirs vont venir entourer cette belle pierre, une spinelle, dans un design maison, en forme d'œuf. Car une partie de l'activité, c'est donner naissance à de nouveaux bijoux au départ de pièces qui ont cessé de plaire à leurs propriétaires. Alors, j'ai un saphir, une pierre que j'aurais voulu vous montrer. J'ai l'idée d'un bandeau. Imaginez, créer, donner vie ou redonner vie à une pierre, les dessins des clients sont chaque fois uniques. Mais d'eux, on ne nous dira rien. Discrétion de rigueur, mais la philosophie est de rester accessible à des budgets, même modestes. On peut pousser la porte avec un budget de 1000 €, on peut pousser la porte avec un budget de... Peu importe, je veux dire. Ce qu'on peut faire, on va le faire. Dans leur collection, Moïse et ses associés ont voulu avoir quelques prix d'entrée de gamme. Enfin, pour de la haute joaillerie. L'idée, c'était le papillon. On a enfin serti, on a des découpes, on a des pierres de couleur qu'on a serties tout autour. Et puis au centre, on a des brillants. On est ici à 1 950 € pour la pièce. Une turquoise, entourage brillant. On est sur un prix de 1 250 €. La création sort des sentiers battus avec des pièces uniques et des touches originales, comme la bague étoile de mer, un dégradé de saphir bleu, 5 200 €, ou la bague plouf. Alors pourquoi on l'a appelée la bague plouf? C'est vraiment l'idée, c'est venu de la jetée d'une pierre. Enfin voilà, on jette une pierre et on a ces éclaboussures. Et c'était l'idée. Elle est sertie avec un saphir de 1 carat 85 qui est magnifique. Et on a 3 carats 77 de diamant tout autour. Et puis l'exception, comme ce saphir birman non chauffé et assez unique. Un petit trésor dont le prix exact... Mais on est en dessous des 100 000 €. Dans cette gamme de prix, les clients sont plutôt rares. Alors pour assurer l'avenir de l'atelier, il faut aussi toucher d'autres clientèles au début. Ce n'était pas gagné. On a des clients pour des pièces à 1 000 €, à 3 000 €, à 5 000 €, à 20 000 €. Mais qu'est-ce qui fait le prix d'une création maison? Plusieurs paramètres. Le prix du métal d'abord, car tout commence par la préparation de l'or. L'or fin est un métal relativement malléable. En fait. Et c'est pour ça qu'on ne l'utilise pas fin pour la fabrication des bijoux. Parce que c'est trop malléable, ça se plie, on peut le tordre dans tous les sens. L'or fin est donc mélangé à d'autres métaux. L'alliage, ce sera soit, si on fait de l'or jaune, ce sera du cuivre et de l'argent uniquement. Si on fait par exemple de l'or blanc, on va mettre du palladium, un peu de cuivre et un peu d'argent. Toujours dans les mêmes proportions. La fonte est une opération délicate. Chaque ingrédient est rajouté à l'or. Il faut la bonne température, la bonne durée aussi.
Maintenant, il va verser le métal dans le creuset ici. Le creuset est très chaud, donc le métal est à bonne température. L'alliage est bien fait. Et voici le résultat. 70 grammes d'or blanc, 18 carats ou 2400 € immobilisés. C'est la matière première nécessaire pour fabriquer une bague de 20 grammes. Bien sûr, le rang-trop sera récupéré, mais il y a toujours de petites pertes. Deuxième poste important, la main-d'œuvre. Un joaillier chevronné coûte cher et il faut parfois plusieurs jours de travail pour laminer, aplatir, découper et donner forme à certaines pièces, comme cette fameuse transformation. On a déjà 3 jours de travail, je pense. Presque 3 jours. Donc on a encore 3 jours et demi de travail pour qu'elle soit finie entre nos mains, à nous. C'est-à-dire en tant que fabricant. Après, elle passera chez le sertisseur. Car le sertissage est encore un autre métier et l'opération est confiée à un spécialiste extérieur, surtout lorsque la pierre est délicate, comme ce péridot. Quand tu sertis la pierre de centre, les griffes sont très en pointe, vraiment comme des griffes très félines comme ça. Diram a son propre atelier, mais ce jour-là, il préfère travailler sur place. La pierre est de grande valeur, 3000 $. Un travail aux dixièmes de millimètres. Chaque pression sur les griffes doit être bien ajustée pour éviter de l'abîmer. Le risque est à charge du joaillier. Et c'est vraiment une des parties la plus délicate, surtout avec des pierres fragiles, parce qu'il y a des pierres plus dures que d'autres. Si on est avec le diamant, avec le saphir, avec le rubis, on n'a pas on n'a pas cette crainte. T'es content? Très content. Très content. Voilà. Merci. Une pierre tous les 2-3 jours comme ça, suffisant. Ouais. Sinon, c'est trop de tension. Vous ne vous rendez pas compte, mais c'est... Tant que je n'ai pas enlevé la bague de l'étau et que je ne l'ai pas remis au client, ça boue à l'intérieur. Coût du sertissage, de 5 € à 100 € la pierre, tout dépend du type de serti et de la grandeur du gemme. Mais ce qui coûte le plus cher... C'est la pierre de centre. La pierre de centre prend à peu près 60, 80, 90% du prix global de la pièce. Et même, ça peut aller jusqu'à 95% si c'est une pierre très importante, avec un prix très élevé. C'est sûr que le coût des brillants, de la fabrication du serti, c'est très peu par rapport justement au prix global de la pierre de centre. Et c'est pour ça que Moïse préfère se déplacer. À Bangkok notamment, où on le retrouve dans le fameux quartier des affaires, là où transitent bon nombre des plus belles pierres du marché mondial des pierres de couleur. Dans cette tour de 40 étages, des dizaines et des dizaines de bureaux sécurisés abritant des grossistes. Il sait qu'ici, il trouvera un plus grand choix de pierres de couleur et qu'elles seront moins chères et souvent plus rares que s'il les achète en Belgique. Bonjour, comment vas-tu? Ça fait plaisir de te revoir. Nous sommes chez l'un de ses fournisseurs habituels. Comment est le marché? Un Indien d'origine. Bon, et comment était ton voyage? Oui, c'était très bien. Merci. Comment sont les prix? Ils explosent. Oui, ils explosent. L'or, les diamants. Mais avant toute chose, Moïse et Gonzague ont envie de se faire plaisir. Je peux voir ton bébé? Mon bébé? Oui. D'abord? Oui, d'abord celui-là. Oui, mais si tu le vois, tu ne voudras plus rien acheter après. Mais non, je la connais cette pierre. Je l'ai déjà vue plusieurs fois. Oui, mais après, tu n'aimeras plus aucune pierre dans le monde. Oh, s'il te plaît. C'est presque un rituel. Quand Moïse vient chez lui, il demande d'abord à voir le trésor de l'acquis. Un saphir du Sri Lanka de 44 carats, sur le prix duquel ils ne sont jamais tombés d'accord. Une pierre que l'Indien garde précieusement sur lui. Il la possède depuis 3 ou 4 ans. Elle est pure, couleur parfaite, Royal Blue, extraordinaire. Il peut demander le prix qu'il veut, puisque c'est quelque chose qui est hors norme. C'est quoi le prix déjà? 900,000 per piece. On est à 900 000 $ pour la pièce. Impossible d'immobiliser autant d'argent pour une seule pierre dans un stock. Et Moïse est justement là pour remplacer les pierres qui se sont vendues. I put baby here. Ok, je mets ton bébé là. Okay. Et maintenant, on peut commencer. Question de stratégie, l'Indien sort d'abord les pierres de moindre intérêt. Give me better. Propose-moi mieux. Tu es fou ou quoi?
Quoi, je dois tout de suite rentrer en Inde? C'est pour moi. Si je te donne ce prix-là, je ne fais qu'un petit profit. Non. Non, vraiment. Donne-moi une chance de le vendre. Si c'est trop cher, je ne pourrai pas le vendre. Ça, c'est parfait pour toi. Ça, c'est le meilleur prix pour toi. Belle pierre, mais trop lourde. Et la couleur est au fond. Finalement, alors que Moïse a déjà retenu quelques pierres, l'Indien sort un nouveau saphir de sa boîte magique. Donne-moi un meilleur prix. Ok, mais après ça, ne me demande plus de baisser encore, s'il te plaît. Tu as le certificat? C'est une nouvelle pierre, mais je peux le faire pour toi. C'est pas un client, c'est un ami. C'est pas une bonne affaire. Mais c'est une pierre assez rare. J'ai rarement vu une couleur pareille. Donc je trouve que c'est intéressant d'avoir une pierre comme ça. Plus la pierre est importante, plus la marge prise sera serrée. Mais tout dépend s'il a obtenu ou non un prix correct. Là où il est confiant, c'est qu'en général, à pierre de couleur équivalente, les siennes se vendent moins cher que chez les tout grands noms de la joaillerie, dont les clients payent aussi la renommée, la griffe. Moïse est prêt à partir quand l'acquis sort une dernière cartouche. C'est pas du cachemire, non? C'est comme du cachemire. Non, je préfère l'autre. Le rendez-vous suivant est à 2 pas, chez un grossiste afghan, où Moïse a repéré 2 pierres. Mais avant de conclure, il veut voir leur certificat. Ceux-ci sont établis par l'un des meilleurs laboratoires de gémologie suisse. Ces documents sont la carte d'identité de la pierre, origine, poids, traitement de chauve éventuel. Tout y est consigné. C'est toujours un avantage, ça nous donne toujours une idée, bien sûr. Et il ne faut pas se fier à ce qu'on voit. Même si on a le certificat, de toute façon, on va recertifier nous-mêmes la pierre. On ne paiera que lorsqu'on a le certificat. La tension monte, il repart dans quelques heures. Alors tout le monde le rappelle, certains brokers se déplacent même jusque dans le lobby de l'hôtel pour tenter de lui vendre encore une pierre. Enfin, c'est l'heure du bilan. La pêche, on peut dire, elle était quand même assez bonne, l'air de rien. Parce que quand on fait le total, ce sera à peu près une dizaine de pierres, mais quand même des pierres assez importantes. On est dans les 80, je pense, dollars au total. 80 000 dollars total. Quand Moïse a ouvert, il avait de quoi tenir 3 mois. Le pari était un peu fou. Aujourd'hui, sa soirée lui met le sourire aux lèvres. Pas mal de clients sont là et une de ses dernières créations fait un tabac. 3 acheteux sont sur le coup. Vous l'avez vendu ce soir ou vous l'aviez vendu cet après-midi? Vous n'êtes pas la première personne, il y a déjà 3 personnes qui vous l'ont demandé. Mais on fabrique une pièce, elle sera encore plus particulière. Oui. Ouais. Ah oui, mais alors téléphonez-moi. En Chine, la danse du lion est le symbole du bonheur et de l'audace. Elle porte chance, promet argent et réussite aux commerçants. Un clin d'œil décalé dans une joaillerie décidément hors norme. La semaine prochaine, c'est avec le magazine Indice que vous avez rendez-vous. On se retrouve donc la semaine suivante. Retrouvez Coûte que coûte à tout moment sur RTL à l'infini.